Salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, nous accueillons Arnaud Lecomte pour le 3e épisode de nos podcasts consacré à la longue marche des Noirs en NBA, une série d'émissions qui suit la publication dans votre quotidien d'articles sur les figures afro-américaines de légende de la plus grande ligue du monde. Arnaud, tu vas nous parler d'un des plus grands joueurs de l'histoire par la taille, par le talent, par le palmarès. Il s'agit de Kareem Abdul-Jabbar, celui qu'on appelait encore Lou Alcindor au début des années 1970 et qui a changé de nom après sa conversion à l'islam, fut une figure américaine centrale des années 70 et 80. Par sa domination, puisqu'il reste encore aujourd'hui le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, mais aussi par sa personnalité. Jabbar a grandi à une époque où les luttes pour les droits civiques étaient importantes aux États-Unis et ça l'a marqué à jamais. Début du game. Arnaud, bonjour. Bonjour. Dans ton article, tu cites Kareem Abdul-Jabbar qui dit « À partir de là, j'ai su qui j'étais, qui je devais être ». Est-ce que tu peux nous conter ce moment où Kareem Abdul-Jabbar a accédé à une forme de conscience ? Oui, c'est à l'issue des émeutes de Harlem, je crois que c'est juillet 64. Oui, c'est ça, juillet 64. Il y a un policier blanc qui n'est même pas en service ce jour-là, qui tue un jeune noir de 15 ans. Et ça provoque des émeutes à Harlem en plein été. Et Jabbar, qui n'a que 16 ans, 17 ans à l'époque, bien se retrouve un petit peu pris dans tout ça. C'est la première fois, en effet, qu'il assiste à des scènes aussi tragiques. Et effectivement, il dira quelques années après que parmi les choses initiatrices un petit peu de sa conscience politique par rapport aux droits notamment de sa communauté, on va dire, bien cette période-là de juillet, cette semaine-là, puisque ça a duré une semaine, ces émeutes, avait énormément compté et qu'il avait pris en effet conscience qu'être noir aux États-Unis, à cette époque-là en tout cas, déjà et encore, était un souci, était difficile à vivre. Et c'est un peu comme ça, en effet, qu'il explique avoir pris conscience des choses. Il va rapidement expérimenter cette difficulté, alors même si on reste sur un terrain sportif, sur un terrain réglementaire, mais en NCAA, il l'archidomine, c'est le joueur par qui tout passe, au point que les instances universitaires, la NCAA, décident d'interdire le dunk. Alors lui, et c'est peut-être un épisode un peu méconnu, lui, il a vécu comme une offense faite aux capacités athlétiques des Noirs, c'est ça ? Ouais, c'est un peu traduit comme ça. Il l'a jamais véritablement affirmé de manière aussi nette, mais effectivement, il a très mal vécu, évidemment, c'est Jabbar, ce qu'on a appelé les Jabbar Rules après coup. Alors, il ne s'appelait pas tout à fait Jabbar encore, même s'il il change de nom en 68. Il est membre de l'équipe de UCLA de 1966 à 1969. Il gagne 3 titres de champion NCAA d'affilée. Il gagne 88 matchs sur 90 en 3 ans. Ils n'en perdent que 2. C'était une des équipes, ou l'équipe probablement la plus dominatrice de l'histoire du basket universitaire aux États-Unis. On sait à quel point c'est important. Et effectivement, Jabbar, à l'époque, il s'appelait encore Lou Alcindor officiellement. Lou Alcindor. Et Lou Alcindor est dominant, archi-dominant dans le basket universitaire de l'époque, de par sa taille, de par ses qualités techniques, sa vitesse, sa mobilité, sa vitesse d'exécution. Il est très au-dessus du jeu. Et en effet, il a tendance à dunker très souvent. Et le dunk, encore à l'époque, est un geste relativement... qui n'est pas aussi banal qu'il l'est devenu avec les années. Et effectivement, compte tenu de cette domination, les instances du jeu ont décidé à l'époque de bannir ce geste. Donc on a appelé ça les Jabbar ou les Alcindor Rules, les règles Alcindor ou Jabbar. Et pendant 10 ans, hein, c'est pas une seule saison ou 2 saisons, hein, c'est pendant 10 saisons. Jusqu'en 1977, le dunk a été banni du jeu universitaire. Ça paraît incroyable 50 ans après, mais c'est la triste réalité. Et effectivement, Jabbar avait considéré, Lou Alcindor avait considéré que c'était effectivement une manière probablement d'offenser un peu les qualités athlétiques des joueurs noirs, qui évidemment étaient à l'époque beaucoup plus dominants sur le plan athlétique que les blancs, et que oui, c'était un peu vu comme étant une manière de les
les traiter différemment. Ça, c'est une lecture politique, c'est pas une lecture stricto sensu sportive. Est-ce qu'elle correspond à une époque ? Je pense qu'il y a un peu les deux. Alors, ça correspond aussi à une époque, évidemment, et à cette époque-là, Jabbar al-Sindor encore effectivement commence à prendre conscience qu'en tant qu'athlète, qui à l'époque est une star déjà dans le sport américain, faut pas croire que parce qu'il n'est qu'un joueur universitaire, il est peu connu. Bien au contraire, c'est déjà une des grandes figures du sport américain. Même s'il n'a que 20 ans, n'oublions jamais ça, ayons toujours ça en tête. Ce sont des jeunes, là, on parle d'un jeune joueur et d'un jeune homme de 20 ans. Effectivement, il se rend compte qu'il pèse un petit peu dans le débat, et le débat est fort et lourd à cette époque-là, en fin des années 60 aux États-Unis. On le sait, c'est les manifestations les plus ostensibles contre la manière dont la communauté noire est considérée dans la société US. Il y a régulièrement des émeutes, des manifestations, il y a des mouvements très forts, on les connaît, de Nation of Islam, les Black Panthers, il y a aussi des personnalités comme Martin Luther King, comme Malcolm X, comme Mohamed Ali. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on peut considérer que le fait d'interdire le dunk à un joueur noir, et donc dans l'ensemble à tous les joueurs noirs qui sont susceptibles de dunker, c'était une manière aussi de les brider quelque part. Dans les années 60-70, la lutte pour les droits civiques, tout simplement les prises de parole politiques de personnes qui sont dans le domaine de l'art, de la culture ou du sport, et encore importante, c'est assez différent de ce qui se passera après. Est-ce qu'on verra d'ailleurs dans un autre podcast consacré à Craig Hodges, qui est un équipier de Michael Jordan, que les années 80-90 sont plus des années fric, les fameuses années chic, années toc. Là, on a Kareem Abdul-Jabbar qui a encore une conscience. Est-ce que le fait, sa conversion à l'islam, le fait d'avoir changé de nom, le fait d'avoir porté aussi un message différent, a encore, accru sa conscience ? Alors, c'est un peu particulier parce qu'en effet, à partir de sa draft NBA, à partir du moment où il devient professionnel en 1969 avec les Milwaukee Bucks, ça correspond aussi à un ralentissement, entre guillemets, du mouvement des droits civiques, parce qu'il y a un certain nombre de droits qui sont enfin acquis constitutionnellement par la communauté noire, ce qui, il y a eu quand même une forme aussi de retrait général dans le pays à travers les mouvements qui ont suivi aussi le Vietnam, etc. Donc, quelque part, c'était plus aussi une préoccupation aussi forte. Il y a eu des décès aussi, on ne va pas se mentir, les décès de Martin Luther King, de Malcolm X, de quelques personnalités fortes comme ça. La répression aussi du gouvernement américain a fait que ces mouvements-là ont été un petit peu tués dans l'œuf aussi, beaucoup désorganisés en tout cas. Donc il y a eu, à partir de 69, un petit peu moins d'actualité liée effectivement au mouvement des droits civiques. Jabbar, dans tout ça, effectivement, lui qui n'a déjà pas une personnalité, on va dire, de grand leader par la parole, s'est aussi mis en retrait parce qu'il est devenu professionnel, qu'il a décidé de consacrer évidemment l'essentiel de son investissement personnel à sa carrière professionnelle. Et en plus, effectivement, il décide, après le premier titre NBA de Milwaukee en 1971, et son premier titre à lui, évidemment, il décide de rendre officielle sa nouvelle identité de Kareem Abdul-Jabbar, et donc sa conversion à l'islam, qui était effective depuis quelques mois déjà, mais voilà, il la rend un peu publique, il l'assume publiquement. Mais est-ce qu'il ne fait qu'un glissement sur le terrain religieux, ou il considère encore qu'il doit être une voix de la communauté noire, de la communauté afro-américaine ? Il semblerait qu'à ce moment-là, il ait un peu mis tout ça en retrait. À la fois le côté leader pour la communauté noire et la volonté aussi d'affirmer une personnalité forte vis-à-vis de l'islam. Je pense qu'il se cherche pendant un certain temps, qu'il consacre l'essentiel de son temps et de son énergie à sa carrière de joueur, et c'est qu'ensuite qu'il va en effet
apparaître comme un leader, le premier d'ailleurs de la société américaine, comme un leader dans le sport, comme un leader, enfin pas le premier parce qu'il y a Mohamed Ali, mais on va dire le premier basketteur qui met en avant aussi cette note un peu religieuse, en l'occurrence musulmane. Donc il va mettre ça un peu en avant, mais pas tant que ça, parce que voilà, c'est une conversion qu'il a décidé pour lui-même, c'est une spiritualité qu'il a envie d'abord d'assumer lui-même et avant ensuite d'en faire du prosélytisme. Il n'a jamais été vraiment très prosélyte de ce point de vue-là, Jabbar. Et aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il continue de s'exprimer, est-ce qu'il reste une voix qui porte ? Plus que jamais, et même j'ai envie de dire qu'il est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était, j'ai l'impression, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, la personnalité sportive américaine qui suscitait un peu les passions, c'est Mohamed Ali, qui a toujours été une énorme grande gueule pour rester mesuré, et qui a porté à lui tout seul beaucoup de choses dans ces années-là. Jabbar était, comme on l'a dit, plus en retrait, même s'il existait, même s'il apparaissait publiquement, mais il était un peu plus en retrait, parce que moins vocal, avec une personnalité un peu plus introvertie, évidemment. C'est pas difficile par rapport à Mohamed Ali d'apparaître plus introverti, mais il s'est transformé, j'ai l'impression, notamment ces 10 dernières années, en leader sage, grand sage, j'ai envie de dire, sur ces questions-là. J'ai parcouru quelques-unes des chroniques qu'il consacre régulièrement à l'actualité du basket, mais aussi de la société américaine dans le Guardian, qui est, comme vous le savez, un grand quotidien britannique. Il écrit pour la version en ligne et américaine du Guardian, et sa voix porte énormément. Et j'ai parcouru quelques chroniques, et en effet, il a un ton, il a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur la société américaine et sur ses carences, ses failles, et c'est assez intéressant parce que c'est mesuré et c'est toujours assez sensé. Voilà, donc je vous encourage vivement à aller consulter ces chroniques sur Internet. Merci pour cet éclairage, Arnaud, et rendez-vous bientôt pour le 4e épisode de cette série sur les grandes figures afro-américaines de la NBA, qui sera consacrée cette fois à Craig Hodges, l'ancien coéquipier de Michael Jordan aux Chicago Bulls.